Une seule question posée aux professionnels de la mode, qu'est-ce que la mode? Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série Invité de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. Aujourd'hui, j'accueille Marie Nguyen, cofondatrice de We Dress Faire. Au départ, deux consommateurs lambda. Aujourd'hui, ils ont créé un site devenu référence pour découvrir des marques éco-responsables. Entre réflexion personnelle, chiffres qui s'invitent dans leur vie quotidienne, ils ont appris, ils apprennent et aujourd'hui ils renseignent le consommateur. Cette pédagogie a commencé en ligne et elle les a amenés à ouvrir une boutique sur Lyon où la conversation continue. Et aujourd'hui, ça se passe derrière le micro de Qu'est-ce que la mode? Habillé, habilleur, bonne écoute. Pourquoi la mode? Ouais, voilà, c'est la première question. Et moi, à la base, je suis quand même vraiment pas une modeuse. Enfin, je me définis pas du tout telle quelle. Et je pense que Antoine, qui a cofondé We Dress Faire avec moi, se définit de la même façon, je pense. On était juste, on est juste des consommateurs. Et par le juste des consommateurs, on n'est pas des consommateurs effrénés non plus, mais on n'est pas des consommateurs, on n'était pas du moins, des consommateurs très raisonnables non plus. Et, mais par contre, il y a une chose qui nous a beaucoup touchés, et après je vais parler à enfin à la première personne parce que je ne peux pas parler que pour nous deux tout le temps, mais c'est que quand on est rentré dans le monde du travail, on s'est rendu compte que d'une part, on participait en fait à l'essor d'une entreprise, donc de par notre travail. Et deuxième chose, on participait aussi avec le salaire qu'on gagnait et du coup l'argent qu'on dépensait à l'essor d'autres entreprises. Donc typiquement, on s'est rendu compte très rapidement en fait que à chaque fois qu'on payait quelque chose, on incitait le développement d'une entreprise. Et donc c'est pas parce que j'aime le soda que j'ai envie de soutenir en fait l'industrie du plastique. Et après ça nous a vraiment touché Antoine et moi, mais c'est pas parce que j'aime les vêtements que j'ai envie de soutenir des conditions indécentes à l'autre bout du monde. Du coup, nous, on est un peu tombé dans le côté vêtements, textiles, plutôt par le côté consommation et le côté du coup responsabilité derrière et achat responsable. Parce que du côté de l'alimentation, en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient et que c'était relativement simple aujourd'hui. Je dis relativement parce qu'évidemment, si on cherche des trucs très spécifiques, ça reste encore compliqué. Mais c'était relativement simple pour trouver des AMAP, de la nourriture locale, biologique, rencontrer les producteurs. Enfin, c'est des choses qui sont mises en place quand même depuis plusieurs années et qui payent aujourd'hui. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est quand même assez démocratisé. On a des magasins d'alimentation biologique à peu près dans toutes les grandes villes et accessibles au niveau physique, hein. Pas au niveau du prix encore, mais accessible rapidement en fait. Et par contre, quand on se pose la question de notre deuxième charge de dépenses quand on est jeune actif, c'est les vêtements et la consommation au quotidien. Et du coup, les vêtements, je suis pas une grande consommatrice de cosmétiques, donc pour moi, c'est pas arrivé. Cette question n'est pas arrivée. Mais pour les vêtements, ça s'est posé très vite. Et c'est via cette prise de conscience-là, en fait, qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce que les marques de mode éthique n'existent pas, parce qu'il y en a plein. En fait, il y en a énormément. Et pour à peu près tous les produits qu'on veut aujourd'hui, on peut trouver une alternative. Mais c'est juste qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins visibles que les géants d'industrie textile. Et je pense que c'est une des industries qui a une disparité et une inégalité mais énorme entre la visibilité des monstres et des mastodontes du luxe ou de la fast fashion
et les artisans qui, à la base, sont ceux qui, en plus, ont les savoir-faire entre les mains, quoi. Donc c'est en essayant de trouver des alternatives pour notre consommation personnelle que du coup on est tombé aussi en fait dans ce côté il y a tout à détricoter, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est parce que aucun des deux n'est du secteur à la base de la mode ou dans des métiers qui touchent un peu de ce que j'ai compris. Donc c'est ça. Absolument pas. Ouais. Ok. Antoine, c'est un ancien auditeur financier. C'est lui qui a l'initiative du projet, donc tu vois, pas du tout, ni dans la mode, ni dans le e-commerce. Et moi, j'étais dans la recherche en cancérologie. Du coup, rien à voir non plus. Je faisais de la biotech à Paris. Voilà, tu vois, j'étais pas du tout non plus dans le monde de la mode et du e-commerce. Et du coup, vous vous retrouvez dans le secteur de la mode, en plus à Lyon. Quel changement! Et c'est super intéressant parce que du coup, maintenant, We Dress Fair s'est installé, c'est connu de plus en plus. C'était déjà en ligne et puis maintenant, depuis que vous avez une boutique aussi, ça donne un visage aussi à We Dress Fair. Mais c'est super intéressant d'entendre cette origine que voilà, c'est d'un questionnement personnel. Que vous êtes arrivé à quelque chose de partagé et puis en même temps ça vous fait vivre, ça fait vivre aussi une belle équipe. Je vois qu'elle s'étoffe de plus en plus aussi, ça, c'est trop bien. Et j'allais te demander justement comment en fait cet intérêt, cette curiosité, elle se nourrit en fait au quotidien. Ouais, en fait je pense que il y a un truc qui fait que qu'on essaye de plus en plus de décloisonner un petit peu toute cette industrie, c'est que du coup, vu qu'on ne vient pas du secteur, on a vraiment zéro barrière en fait. Et c'est des choses qu'on peut voir des fois quand on est dans des formations très particulières et où on nous dit des choses type ça se fait pas. Ou ça s'est jamais fait, on n'a jamais vu. Et si ça se fait pas, c'est que du coup, c'est pas possible de le faire. Ou, et du coup, je pense qu'on a la chance aussi. Bon, il y a eu quelques ratés, hein, mais je pense qu'on a la chance aussi avec Antoine de ne pas venir du milieu dans lequel on est aujourd'hui. Et en fait, que ce soit pour le e-commerce ou pour la mode, ça fait que des fois, en fait, on se met zéro barrière. Et certaines fois, la plupart du temps, ça aboutit pas forcément sur des choses, sur des vrais projets réels qu'on va réaliser. Mais en fait, ça permet quand même de remettre en question beaucoup de choses et de se poser des questions et de pas être dans une constante barrière psychologique du fait que ça se fait pas, ça se voit pas, on le fait pas comme ça, c'est pas comme ça que c'est fait, etc. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment une richesse à la base. Et comme tu disais, je pense que ça vient aussi beaucoup. Et toute la créativité, et ce qu'on développe avec We Dress Fair, ça vient aussi beaucoup de l'équipe qu'on a constituée, qui aussi n'est pas expert en fait dans ce secteur-là. La plupart ont eu des expériences, évidemment, mais ne sont pas des experts en digital ou des experts en mode, etc. Du coup, ce qui fait qu'on a tous, par contre, un attrait et un regard particulier sur l'engagement citoyen, l'envie de minimiser la consommation, l'impact de sa consommation. Donc, on a tous ce fil directeur, en fait, dans l'équipe. Qui nous conduit en fait à nous poser des questions sur certaines choses, mais on a des résolutions différentes parce qu'on vient de milieux différents et que du coup, on n'est pas non plus enfermé dans un secteur très particulier. Du coup, ce qui fait que je pense qu'on s'enrichit énormément de ça. Et après, j'allais élargir encore plus. On s'est toujours entouré aussi d'incubateurs, de groupes de personnes. Moi, j'ai été complètement dans un milieu complètement différent à la base. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat social quand j'ai découvert un MOOC en ligne qui s'appelait Devenir entrepreneur du changement, qui s'appelle toujours d'ailleurs.
lancé par Ticket for Change. Euh, et et le premier épisode, j'en ai eu les larmes aux yeux pour te dire, parce que c'était la première fois que j'entendais des gens qui faisaient de leur travail leur leitmotiv, en fait, qui faisaient de leur travail l'engagement qu'ils avaient citoyen qu'ils avaient aussi à côté. Et, et pour moi, en fait, il y avait deux choses distinctes. C'était on taffe la journée et le soir, on fait de l'associatif, du bénévolat, etc. ou le week-end. Mais l'un avec l'autre, c'était presque compliqué, en fait. Et puis, il y a le côté, tu vois, là, il y a le côté barrière de ça se voit pas, ça se fait pas, je n'ai jamais entendu parler, enfin, tu vois. Antoine, il a des proches même qui lui ont dit le travail, c'est pas fait pour être heureux, c'est pour travailler. Et après, on est heureux ailleurs. Enfin, tu vois, tu as vraiment le côté. En fait, on dissocie, et je pense dans la plupart du temps, on a dissocié en fait le côté enrichissement personnel du travail et engagement et valeur. Ouais, valeurs personnelles et professionnelles, elles n'ont pas le droit. Pareil, c'est un code. Tu parlais de droit ou pas droit, de limite. C'est comme si c'est normal, c'est séparé, quoi. Ouais. Et du coup, c'était la première fois que je voyais des gens à travers mon écran, tu vois, sur mon cours, mais qui me disaient. Donc, c'était je me souviens plus de son nom, mais c'était le gars qui a lancé Gold of Bengal, qui fait des coques de bateau, enfin, qui faisait des coques de bateau en jute, si je me trompe pas, au Bangladesh. Enfin, bref, un truc Improbable. Improbable. Et le mec, il s'éclatait et en même temps, il avait un impact de fou dans le pays dans lequel il était. Et du coup, petit à petit, on a intégré comme ça le réseau Ticket for Change. J'ai rencontré des gens super. Enfin, j'étais toute seule à l'époque. Hein. J'ai rencontré des gens super engagés qui avaient des actions, mais qui montaient des entreprises trop cool dans d'autres secteurs, etc. Et je pense qu'en fait, tu vois, toute cette émulation aussi autour de nous continue, en fait, tu vois, on n'est pas statique, justement. Et des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien de ne pas être statique. Parce que ça nourrit énormément de choses. D'autres fois, c'est quand même reposant de ne pas non plus devoir relancer des trucs tout le temps, de ne pas être... voilà. Mais je pense qu'il y a des phases aussi dans le développement d'entreprise. En ce moment, on est dans des phases explosives qui sont génialissimes, où on lance plein de trucs et où on s'éclate tous les jours, mais on est fatigué. C'est sûr. Mais en même temps, en fait, la fatigue, elle est vite renouvelée et vite reposée parce qu'en fait, il y a pas cette dichotomie à l'intérieur de vous, quoi, du coup. Ouais. Il n'y a pas de vous, en quelque sorte, à gérer. Ça, c'est clair. Et... c'est clair. Ouais. Après, donc, avec Antoine, on est en couple. Donc, c'est quand même aussi un peu plus compliqué parce que on ramène du travail à la maison. Donc, le travail n'est pas forcément du travail en soi. Effectivement, on est content. Enfin, c'est pas des choses sur lesquelles ça nous pèse. Mais par contre, psychologiquement et physiquement, en fait, c'est de l'énergie mentale quand même qui tourne énormément. Et des fois, on a juste besoin de poser le cerveau et de se reposer un peu pour du coup relancer la machine. Donc, effectivement, on doit décrocher plus longtemps avec Antoine. En général, c'est quand on prend des vacances de plus de 10 jours. Qu'au bout de 10 jours, on y pense un peu, mais plus trop, tu vois. Genre c'est des choses qui nous font penser, mais on n'en parle pas. Mais voilà, c'est des périodes qui sont plus longues, ouais, effectivement, pour décrocher. Ah ouais. Et là, c'est un sacré défi parce que rien que déjà dans le milieu entrepreneuriat, c'est encouragé d'être toujours, toujours, toujours actif. Ouais. Et en plus de ça, c'est que c'est une entreprise, en plus dans la mode, dans le secteur qui a fait exploser les calendriers, en fait, où il n'y a plus de notion de temps. Donc là, c'est un vrai travail sur soi, mais en même temps, c'est un impact dans l'entreprise et les valeurs que vous soutenez vous encouragent aussi, enfin, vous influencent maintenant. Enfin, vous avez investi des bonnes valeurs et maintenant, des fois, c'est les valeurs qui reviennent vers vous et qui vous disent « Ok, on s'est engagé dans… on va résumer dans la slow fashion. On doit aussi pouvoir le vivre et c'est dur parce que c'est vraiment deux dynamiques de vie, enfin, l'entrepreneuriat et la mode,
compliqué sur ce point-là. Il y a ça, et puis il y a même au-delà de ça, en fait, on est tout le temps. Donc, nous, on prône une consommation responsable. Donc, on prône le fait de ne pas consommer en continu. Et pourtant, on vit si on vend. Donc, on est toujours un petit peu sur le fil. Ben, oui, effectivement, on ne veut pas être dans une consommation de masse. On veut, nous, ce qu'on souhaite, c'est remplacer les achats. Donc, c'est-à-dire toucher de plus en plus de personnes et qui, au lieu d'acheter plein de choses qui sont à bas coût et pas forcément de bonne qualité, acheter une chose, mais qui soit de bonne qualité, qui va durer longtemps et qui, évidemment, derrière, rémunère bien les personnes, a moins d'impact sur l'environnement, etc. Mais du coup, ça implique aussi un côté un peu schizophrène, où finalement, ben, ouais, il ne faut pas pousser à vendre, mais en même temps, derrière, on vit si on vend. Donc, tu vois, et puis, il y a, au-delà de ça, il y a encore une autre question, c'est la croissance et l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que on sait aujourd'hui qu'on vit sur une... Enfin, on sait, tout le monde se rend compte qu'on vit sur une planète finie, avec des ressources finies, avec des gens qu'on doit rémunérer bien, dans des conditions décentes. Et en même temps, on a ce côté, ben, aujourd'hui, pour faire vivre une entreprise, et ben, on pousse à la croissance. Et on a ce côté système économique dans lequel on vit qui pousse énormément à une croissance infinie. Du coup, comment on se positionne, nous, par rapport à ça? Est-ce que, du coup, on veut croître de façon indéfinie? Est-ce que, du coup, on va calculer une croissance et après cette croissance-là, on dira, OK, on arrête, stop, on considère qu'on ne pourra pas avoir plus, et que ça ne nous correspond pas avec nos valeurs de pousser plus notre modèle, ou est-ce que finalement on arrive à trouver une espèce de croissance un chiffre, ouais, voilà, un chiffre en fait qui reflèterait le remplacement des achats et non l'achat poussif. Enfin, tu vois, du coup, on est toujours il y a toujours ces questionnements, tu vois, à la base. Mais ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est pas une réflexion juste intellectuelle, c'est que vous êtes, enfin là, vous êtes dans une réflexion appliquée, c'est expérimenté, expérimental. Enfin, la mode doit se révolutionner et elle est en cours. Et en fait, elle peut pas se faire que intellectuellement. Ça doit être compliqué, c'est sûr, au quotidien. Et moi-même, hein, je le vis, hein, mais ce qui est trop bon, c'est que bah, elle est dynamique. Votre réflexion, elle n'est pas intellectuelle, elle est appliquée, elle est au quotidien, quoi. Et je pense ça vraiment parce que elle est intuitive. Et elle est intuitive parce que c'est un besoin qu'on a personnellement. Et du coup, comme c'est un besoin qu'on a personnellement, on va dans le réel tout de suite. On reste pas dans un questionnement qui tourne en boucle en disant, OK, on fait des réunions, de machin, on va lancer le truc peut-être, sur quel marché. Déjà, nous, on n'a aucun de ces codes-là. Mais c'est vrai, on n'a jamais été dans des entreprises qui ont été comme ça. Donc, en fait, on n'a pas du tout ces réflexes. Et le deuxième point, je l'ai perdu, mais voilà. Et est-ce que des fois, il n'y a pas... des fois, j'ai l'impression que c'est enthousiasmant, c'est sûr, parce qu'il y a tout à faire, tout à construire, tout à penser, repenser. Est-ce que, comment tu gères aussi parfois cette fatigue? Est-ce qu'il y a une notion, des fois un sentiment de solitude, puisque c'est assez novateur aussi. Alors, je pense que on s'est senti seul au tout début quand on n'arrivait pas à définir nos besoins. Donc, en fait, on pataugeait, mais on ne savait pas pourquoi. Et c'est super compliqué au tout départ dans la boîte quand du coup tu sais pas trop pourquoi tu n'avances pas, mais tu n'arrives pas à dire pourquoi tu n'avances pas. Et du coup, bah, il n'y a personne pour t'aider. Et donc là, tu te sens vraiment super seul. Et vraiment au tout début, c'était ça. Et après, petit à petit, ça s'est décanté. Il y a eu énormément. Et je pense que le plus gros souci dans une entreprise, quand tu viens pas du secteur et que du coup, tu n'as pas eu de formation ou quoi sur l'entrepreneuriat, c'est la structuration d'une entreprise et la structuration de l'équipe, les objectifs, les trucs comme ça. Ça, pour le coup, c'est contre-intuitif.
Enfin, c'est vraiment des trucs qu'il faut se forcer à Ouais, faire. c'est de l'administratif, l'organisationnel et C'est de tout. l'organisation. Et en fait, tant que tu n'en as pas, bah, du coup, tu patauges. Tu n'as pas de ligne droite. C'est comme si on me disait avance avec un bateau et on ne te donne pas de direction. Ben, du coup, tu vas à droite, à gauche. Tu n'as pas de cap, quoi. Donc, tant qu'on n'avait pas réussi, tu vois, à structurer ça, on s'est senti très seul. Mais on ne savait pas quoi dire aux gens. Bah, en fait, parce que bah, du coup, on ne savait pas pourquoi on n'y arrivait pas. Et après, maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On manque de temps pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Et en fait, on se sent aussi assez légitime pour le faire. Et il y a eu aussi un temps entre le moment où on avait des idées, mais on ne savait pas trop si on était à notre place pour dire ces choses-là. Et aujourd'hui, où du coup, ben, on a plein d'idées et on n'a plus aucun problème de se sentir à notre place pour le faire. Mm. Et ça prend aussi du temps. Je pense que ça prend du temps, mais aussi beaucoup de soutien et de reconnaissance de pairs, de personnes qui sont dans le milieu et qui du coup nous reconnaissent en tant qu'acteurs en fait, du secteur. Je pense que ça, c'est hyper précieux. Et en fait, dès le départ, intégrer des réseaux qui sont dans son secteur, c'est super important. Mm. Et tu parlais justement de prendre le temps. C'est vraiment l'idée d'un processus. Ouais. Aujourd'hui, WeDressFair, à quel âge déjà? Le site a 2 ans, c'était mai 2018. C'est tout? Ah Ouais, ouais, dans ma tête, c'était genre 4 ans ou un truc comme ça. Mais non, alors, il n'y a que 2 ans. ok. Et l'entreprise, c'est janvier 2018, bien qu'on l'ait pensé un an avant. En gros, le site, les toutes premières versions du site datent de avril 2017. Quoi. Ok. Et du coup, au départ, ce site, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Non. C'était quoi? Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu justement ce processus qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là et vous arrivez à vous projeter et à continuer de rêver, mais pas de rêver de manière utopique, mais créer des Euh, solutions, quoi. Au tout départ, attends, il y a une moto qui passe alors. Au tout départ, le site avait pour vocation de mettre en avant uniquement les petites marques de mode éthique. Donc vraiment, on s'est dit, nous, notre but, c'est d'être une place de marché, d'être une marketplace et de mettre en avant ces marques qui n'ont pas de visibilité aujourd'hui euh, et de leur rendre de la visibilité. Sauf qu'avec notre modèle derrière, on ne voulait pas non plus payer de la pub sur Google, Facebook, etc. Et du coup, ben, donner de la visibilité, en fait, c'est la mauvaise heure. Donner de la visibilité en fait à des petites marques. En fait, on n'avait aucune notion non plus pour rendre de la visibilité à ces marques-là. Donc, en fait, on n'allait pas forcément y arriver mieux qu'elles. Quoi. Enfin, et en fait, on ne se sentait pas du tout légitime de le faire à leur place non plus. Et du coup, notre idée a été d'intégrer sur le site des marques qui avaient une réputation déjà connue. Type déjà, des grandes marques du coup, Knowledge, Cotton Apparel, Hermangel, etc., qui, elles, en fait, attirent de par leur présence, en fait, parce qu'elles sont déjà reconnues. Bah, justement, c'est des leaders d'opinion un peu, tu vois. Ouais. C'est un peu le côté légitime, enfin, elle légitime aussi la structure WeDresser en tant que telle et du coup, son process de sélection. Et du coup, ça a été un petit switch tout début, en fait, où du coup, on n'était que sur des petites marques. Et après, on a switché, on a eu un modèle, du coup, avec des marques mixtes, du coup, des grandes et des plus petites marques. Du coup, qui nous a fait évoluer aussi dans notre business model, sur du coup, des marques qu'on achète, certaines collections qu'on achète, certaines collections qu'on a sur la marketplace, etc. Tout en gardant notre charte éthique et de matière qui rentre sur WeDressFair comme étant la même. Donc là, on n'a jamais changé. On a rajouté encore plus de critères, mais on n'a jamais changé de base. Et les bases, c'était quoi déjà? Ouais, nous, on sélectionne sur les engagements sociaux et environnementaux. Ok. Du coup, on vérifie on demande les usines de confection et les matières premières qui sont en fait matières premières et procédés de transformation, ça dépend sur quelle matière. Et on a une liste de matières qu'on considère comme étant éco-responsables et de procédés de transformation.
Et du coup, on ne fait rentrer que certaines marques quand elles ont ces engagements-là, sachant que du coup, on est sur des marques qui doivent avoir minimum 70% de matière, de collection éco-responsables sur leur collection totale. Donc ça, c'est pour éviter en fait les collections capsules de certaines marques qui finalement ont 2% de leur production qui est éthique et qui veulent rentrer cette production sur WeDressFair, ça passe pas. Lui, il nous faut au minimum 70% en fait de la collection totale qui est en matière éco-responsable. Et on considère un produit comme étant éco-responsable s'il a 90% de matière éco-responsable dans son produit fini. Et ça, il y a juste quelques exceptions sur les matières, sur les maillots de bain, les chaussettes, et trucs comme ça. Là, on sait que la part d'élastane est des fois un peu plus grande. Ouais, donc, grosse part d'investigation. Ouais, exactement. Et du coup, tout est prouvé. Donc, on demande des documents des marques, en fait, quand elles veulent rentrer sur la plateforme. Ok. Top, merci pour cette parenthèse de critères, parce qu'on ne connaît pas tous, tous les auditeurs ne connaissent peut-être pas tous cette part-là, donc voilà, merci. Et du coup, alors, tu disais que ça n'avait jamais dérogé, donc vous avez commencé petit à petit avec ces leaders d'opinion. Ouais. Et ensuite, comment ça a évolué? Et ben ensuite, petit à petit, donc on a fait rentrer de plus en plus de marques et en fait, maintenant, en fait, on est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire que c'est les marques qui viennent demander en fait d'être présentes sur la plateforme. On a beaucoup de demandes. On peut pas tout accepter aujourd'hui, donc il y a des marques qui rentrent pas dans nos critères. Et puis il y a certaines marques qui ont aujourd'hui des collections toutes petites, qui du coup sont compliquées à mettre en avant sur le site. WeDressFair, ça reste une plateforme qui rassemble des marques de mode éthique. On ne va pas changer l'image de marque d'une marque, justement. Du coup, c'est ce qu'on essaye de dire, c'est que WeDressFair, ça va apporter du trafic supplémentaire et des ventes supplémentaires sur ces marques-là. Par contre, ça ne va pas les remplacer en totalité. Et nous, c'est vraiment pas notre souhait. Notre souhait, c'est que les marques puissent se développer et qu'on soit un appui supplémentaire à leur vente, mais on veut absolument pas remplacer en fait les canaux premiers de vente de ces marques-là. Donc c'est pour ça qu'on attend souvent que des marques soient quand même installées et une logistique qui soit en place, des stocks assez conséquents. Enfin, c'est pas énorme, hein, mais d'avoir des lignes complètes, c'est quand même un minimum. Et ensuite, du coup, comme j'ai zappé la partie, on s'est retrouvé avec du stock et puis du coup, on s'est retrouvé avec des gens qui voulaient voir les produits. Donc, on s'est retrouvé à faire des pop-up stores tous les vendredis, à sortir les vêtements des blisters, les mettre sur des cintres, les mettre sur des portants, les repasser, etc. Faire des pop-up tous les samedis depuis. Donc, on faisait ça l'année dernière, mars, avril, mai, juin, on a fait ça l'année dernière. Et en fait, à se rendre compte que ça marche très très bien en physique, qu'en fait, que les gens ont besoin de voir les produits et du coup de se rendre compte des matières, c'est des matières qui sont pas forcément connues de tout le monde et qui ont beaucoup de clichés aussi, qui encore aujourd'hui nécessitent beaucoup de pédagogie. Je pense au lin, au chanvre notamment, où on pense que c'est des trucs de grand-mère qui tiennent tout droit tout seuls et que alors que vraiment les technologies ont évolué. Enfin, c'est des choses qui sont assez, qui sont assez incroyables aujourd'hui. Les plastiques recyclés, le tencel, enfin toutes ces nouvelles matières aujourd'hui qui sont moins connues et du coup qui nécessitent beaucoup de pédagogie. Et du coup, de montrer les produits permettait énormément en fait de faire tout ce travail de pédagogie derrière, d'expliquer la démarche, des marques, etc. Et en fait, c'était énormément apprécié. Et nous aussi, on adorait ça. En vrai, c'est bien d'être derrière son ordinateur, mais quand on a la personne en face, c'est de voir les gens. C'est tellement. Et on a eu la chance, en fait. Donc, on faisait les pop-up à Lyon, dans une rue qui s'appelle la rue des Capucins, qui est une rue où il y a beaucoup de gens qui klaxonnent. Et du coup, on était au 20 rue des Capucins, hébergé par une école de code qui s'appelle Le Wagon, qui est en fait l'école de code qu'a fait Antoine,
quand il a sorti la première version du site. Et c'est grâce au wagon notamment que du coup, on bénéficie d'énormément de soutien de développeurs, etc. Et qu'on a trouvé notre troisième associé qui s'appelle Kevin, qui est professeur au wagon aussi, et qui est responsable de toute la partie technique du coup de WeDressFair. Et du coup, le wagon nous prêtait, comme c'est une école, le samedi, dimanche, il n'y a personne. Du coup, nous prêtait leurs locaux le samedi pour faire les pop-up. Et en fait, on a trouvé dans la même rue, du coup, aux 4 rue des Capucins, une boutique qui se libérait de à peu près 150 mètres carrés en tout, avec 80 mètres carrés de vente et un stock, un bureau en haut. Du coup, on a récupéré ces locaux et en fait, aujourd'hui, on est super content d'être présent physiquement à Lyon avec Cécile qui vous accueille tous les jours du mardi au samedi pour vous parler de mode éthique, mais pour aussi vous présenter des produits, etc. Donc, un point de vente, je pense que c'est quand même, ça change énormément de choses, notamment sur comment on aborde les sujets. Quand on se projette dans le web, c'est que des hypothèses et des projections. Quand on parle aux gens dans une boutique, c'est du face-à-face et c'est du direct. Et du coup, en fait, ça nous permet d'évoluer énormément sur beaucoup de questionnements. En fait. Bah ouais, c'est un véritable, enfin, c'est un échange beaucoup plus direct parce que tu parlais de pédagogie et tout ça, mais en parallèle de tout ce travail de plateforme, il y a eu aussi un blog, enfin, il y a toujours cette partie, enfin, vraiment pédagogique aussi du blog qui présente, qui informe, qui partage. Donc, et ça a aidé aussi, enfin, énormément. Ça va changer un peu. Mais je veux pas trop en parler. Ok, ce sera la surprise justement. Ce sera la surprise de l'année prochaine, je pense. Super. Petit à petit, ça va changer avant l'année prochaine. Mais, en fait, dès la base, en fait, avec WeDressFair, on s'est donné 2 missions. Donc, la partie e-shop, c'est permettre aux consommateurs de trouver des vêtements de mode éco-responsable quand ils en ont besoin. Donc là, c'est répondre à tous les besoins en termes de style et de valeur sans jamais déroger à la charte de sélection de base. Et la deuxième mission, c'est de rendre plus transparente cette industrie qui est encore très opaque. Et ça, c'était donc une vraie mission de pédagogie et de sensibilisation qui a toujours été au cœur en fait de WeDressFair. Et aujourd'hui, qui se concrétise énormément par les campagnes de sensibilisation qu'on fait tous les ans. Donc, on en a environ 3 par an. Une en avril pour la Fashion Revolution, une en novembre pour le Black Friday en général, et puis une à Noël qu'on essaye de faire un petit peu conjointe. De plus en plus, il y en aura, je pense. Et à chaque fois, on prend des sujets qui sont hyper actuels. Du coup, pour la Fashion Revolution de cette année, c'était en avril, donc c'était tout juste après les débuts du confinement, enfin un mois après le début du confinement. Et nous, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui jouaient sur les arguments de greenwashing et qui allaient en fait, ça allait pas s'améliorer avec le déconfinement. Et du coup, on a voulu alerter là-dessus en faisant participer notre communauté et en récoltant en fait le maximum de témoignages pour derrière rédiger un guide anti-greenwashing avec les arguments les plus communs aujourd'hui, enfin les arguments trompeurs les plus communs. Okay. Et donc, on a lancé toute cette campagne de sensibilisation qui s'appelle Du vrai, pas du vert, qui est encore en cours. Il y a les dernières choses qui vont arriver dans pas longtemps. Et voilà, c'était vraiment pour notifier qu'aujourd'hui, on est dans une phase un peu entre deux de transition, où beaucoup de marques aujourd'hui se rendent compte et beaucoup de consommateurs se sont rendus compte du modèle linéaire dans lequel on vivait et se sont rendus compte qu'on n'était plus capable aujourd'hui de faire des masques en France. Et du coup, le Made in France a le vent en poupe en ce moment. Et l'éco-responsabilité, l'éthique, etc., c'est très, très bien. Et heureusement, il faut que ça change. Et heureusement qu'on s'en rend compte et que les marques s'en rendent compte aussi, les grandes marques, je parle, s'en rendent compte aussi aujourd'hui. Par contre, c'est pas normal aujourd'hui qu'on parle
qu'on parle d'engagement sans avoir des faits. Et la plupart du temps, ces grandes marques, elles parlent d'engagement à 2024, à machin, sans avoir de réelles mesures d'impact et sans avoir de prise de décision tout de suite contraignante et mise en place rapidement. Du coup, c'est un petit peu les choses qu'on a essayé de mettre en avant pendant cette campagne de sensibilisation. Et ce qui est aussi marquant et qui fait partie de l'ADN We Dress Fair, c'est que tous ces événements, toute cette implication, elle est en ligne et du coup en physique. Parce que je me rappelle aussi de l'année dernière, et j'avais trop aimé, c'était l'exposition qu'il y avait eu aussi pour la Fashion Revolution, et puis l'investissement des affichages libres aussi, qui n'est pas en mode rentre dedans et dans le sens culpabilisatrice, enfin culpabilisante, je sais pas comment on peut dire, mais vraiment dans cette notion d'informer, de surprendre, mais aussi être solutionneur. Enfin, parce moi perso, quand je m'engage, je me suis dit, mais il y a en fait d'autres personnes qui veulent être alignées à leurs valeurs personnelles dans leur milieu professionnel, dans la mode. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette démarche qui faisaient culpabiliser le consommateur ou bien le professionnel parce qu'on n'était pas 100% clean. Et en fait, on oublie que c'est un processus et que oui, c'est une prise de conscience comme tu nous le partageais à toi-même, à ton échelle, tu l'as eu. Et puis ensuite, on partage et ensuite, on amène des solutions et ça, c'est super, super enrichissant en fait. Ouais. Il y a une personne qui me posait la question l'autre jour, qui me disait moi, quand je partage des trucs, j'arrive pas à faire changer les gens. Quand j'en parle autour de moi, les gens ils changent pas. Comment tu fais toi? Et ma réponse, mais c'était hyper instinctif, c'est en fait j'essaye pas. Ouais. Et en fait, quand j'essaye pas, je parle de moi, on parle de ce qu'on fait. On a une vraie volonté, par contre, chez We Dress Fair, de sortir les sujets de mode éthique du cercle de la mode éthique. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, on essaye vraiment de penser ça out of the box, quoi, vraiment, genre en dehors du cercle premier. Sinon, c'est trop simple. Et puis, sinon, tout le monde pense la même chose. Et tout le monde, c'est bon. Parler à des convaincus, c'est cool, des fois, il faut. Et c'est bien, parce que du coup, ça redonne beaucoup d'énergie. Mais par contre, voilà, le but, c'est vraiment de sortir et d'avoir un impact plus large. Et du coup, à une population plus large aussi. Mais en fait, quand on n'essaye pas de faire changer les gens, et ben en fait, on n'est pas dans ce discours moralisateur. Exactement. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Quand soi-même, on incarne nos démarches et qu'on sait qu'on reste authentique, on ne peut pas être 100% et ça rassure aussi. Et je pense que c'est une pression qu'on a. C'est une des limites et des barrières qu'on met aussi dans le secteur de la mode où c'est ça ou rien. Enfin, on ne se laisse pas le temps du processus de se dire attends, on change de consommation en tant que consommateur et en tant que professionnel. Attends, on est en train de changer tout le système de la mode, enfin, le système économique, le système de stock, de vente, de communication. Et on ne s'offre pas le temps. Et ouais. Après, moi, j'ai quand même... Il y a énormément de sujets. Et effectivement, il faut être indulgent avec soi-même. Parce que sinon, la montagne paraît très, très haute à franchir. Et vaut mieux prendre les marches une par une plutôt que d'essayer de faire un pas de géant et arriver jusqu'au bout. Mais j'essaye toujours de dire aussi attention à la cohérence. C'est pas parce qu'on a fait une marche qu'on a gravi la montagne. Et c'est pas parce qu'on a gravi une marche qu'il n'y a pas une deuxième marche en fait à gravir après. Il faut quand même, j'incite quand même beaucoup à être en mouvement. Quand on est statique, on se pose des questions et qu'on bouge pas, et ben du coup on reste avec Antoine, on appelle ça être indigné du canapé. On reste dans le canapé, on est indigné, mais on a beau être indigné dans le canapé, ça va pas faire changer énormément de choses. Et c'est là surtout, c'est ni la perception qu'on a de soi-même, et c'est là où du coup c'est assez important, c'est que quand on a une perception bonne de soi-même, de changement en tout cas, c'est-à-dire qu'on commence à gravir cette montagne, et ben on se voit en mouvement et du coup ça incite le mouvement.
Alors que quand on est un dîner du canapé, on reste dans son canapé et c'est vrai qu'on a moins ce côté enthousiasmant de rencontrer de nouvelles personnes, de se poser des nouvelles questions, de changer. On ne fait jamais les bons choix. Quoi qu'il arrive, on ne fait jamais les bons choix. Et il n'y a pas de bon choix, en fait. Et d'un point de vue d'une autre personne, ça sera un très bon choix. D'un point de vue d'une autre personne, ça sera un très mauvais choix. On fait des choix. Et en fait, rien que le fait de faire des choix, mais consciemment, en ayant toutes les clés de compréhension de ce choix-là, et du coup, pour moi, c'est ça, être en mouvement. Et je pense que c'est pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est remettre en question et faire ses choix en toute conscience. Trop beau, trop bons mots. Pour moi, c'est des bons mots qui reflètent aussi vraiment la mode aussi. C'est que la mode, elle s'est laissée statuer et figer. Et là, elle redevient belle parce que justement, elle revient en mouvement. Et c'est tout à fait juste. Merci pour ces mots. Et juste petite dernière question par curiosité. Je me demandais pourquoi Lyon? Ça, c'est... Alors, il y a plusieurs raisons. On aime bien dire parce qu'on aime bien charrier un peu les Parisiens, on aime bien dire qu'on voulait décentraliser la mode éthique et être plutôt présente en région. Après Lyon, ça reste une grande ville quand même. Ouais. Ça reste la province pour les Parisiens. Et après, il y a des choses un peu plus perso. Antoine, il bossait ici. Du coup, il travaillait dans la région. Du coup, il a voulu rester ici. Il a sa famille proche qui habite à Clermont-Ferrand, donc ça reste pas très loin. Ouais. Et la troisième chose, c'est que moi, je connaissais pas du tout Lyon. Moi, je suis vraiment arrivée, j'ai débarqué ici, je connaissais pas du tout. Je suis de Bordeaux à la base et vraiment, j'adore Lyon. Vraiment, je suis tombée amoureuse de la ville. Je crois que, vraiment, je resterai dans la région quoi qu'il arrive. Et on adore la montagne tous les deux. Et c'est une montagne. Antoine est parapentiste. Du coup, effectivement, il aime bien rester quand même dans cette région. Aujourd'hui, on vit dans le Vieux-Lyon et on est super content d'être dans le Vieux-Lyon. Mais on est voisins alors. Oui, on n'est pas loin, je me souviens. Trop bien. Et puis, juste une petite dernière question du côté mode et entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est positif, négatif d'être dans cette ville de Lyon? Comment tu perçois? À Lyon, il y a plein de choses. En fait, il y a énormément de choses et je pense que, niveau textile, c'est assez, ça bouge énormément. Après, on n'est pas dans la production, nous. Du coup, j'ai moins le côté filière complète. Donc, effectivement, je saurais pas dire. Il y a un pour ces métiers-là. Oui. Je sais quand même qu'il y a des berceaux. C'est un berceau textile, mais du coup, comme on n'est pas trop en contact du coup avec toute la filière complète, on a moins la vision globale de la région niveau textile. Par contre, niveau entrepreneuriat mode, que ce soit mode ou autre, en fait, c'est une région qui est hyper dynamique. Il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunes qui entreprennent à Lyon. Et je pense que c'est aussi moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des jeunes qui ont aussi envie de rester proches de la nature. Et du coup, ça bouge quand même beaucoup d'un point de vue alternatif, de nouveaux modèles, etc. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qu'on voit se monter sur Lyon qui sont moins des projets bullshit, entre guillemets, des projets start-upers, qui sont un peu plus proches du coup des modèles que nous, on défend. C'est top. J'avais pas vu ça. Trop bien. Franchement, merci beaucoup Découvrez le lien vers le site We Dress Fair et les noms de plusieurs projets que Marie a évoqués dans la description de l'épisode. Et dernier petit mot, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir ou à m'écrire sur contact@